Revue de presse hebdomadaire de Assiongbon Kani Assiongbon et retour sur le plateau du grand format pour le décryptage. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour Idriss Boukari, bonjour chers téléspectateurs. Éditeur à Pesachek, premier média indigène de vérification des faits en Afrique. Alors qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous? L'actualité, c'est bien sûr la désinformation par rapport à ces pays, à ces quelques pays en Afrique, la RDC, surtout avec le député Vital Kamerhe qui connaît depuis quelques semaines déjà beaucoup de désinformation, des vidéos manipulées, des images manipulées avec le président du Rwanda et tout ce qui va. La désinformation également, c'est par rapport au Bénin, l'ouverture de la frontière ou non. Bénin-Niger, côté Niger. Également des faits au niveau du Mali, en tout cas le Grand Sahel, au total, l'Alliance pour les États du Sahel, où on parle des frappes, où on parle des accords avec les terroristes et tout le reste. Donc il faut démystifier tout ça. En gros, c'est l'actualité au niveau, bien sûr, de la sous-région par rapport à la désinformation. Et tout ça, là, ce sont des désinformations, parce que l'information est manipulée d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être des images qui sont manipulées, c'est des vidéos qui sont sorties de leur contexte, ou c'est des affirmations qui sont sans fondement. Oui, tout à fait. Non, mais même sans intelligence, on arrive à faire le travail. Mais aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, c'est encore plus compliqué. Mais heureusement, à côté de ces outils qui fabriquent ces fausses images et ces fausses vidéos, il y a également les mêmes outils d'intelligence artificielle qui permettent tout au moins de les débusquer, de les déconstruire. Et c'est le travail permanent que nous faisons. Et c'est d'ailleurs pour ça que Code for Africa, dans ses programmes, essaie toujours de former des cohortes. Et actuellement, il y a pas mal de cohortes qui travaillent, qui sont en formation au sein de l'entreprise pour permettre à détecter déjà les fausses informations. Parce que notre grand souci, c'est quand même de limiter ou de stopper complètement les fausses nouvelles. Mais ce qui est impossible quand même. Mais on y travaille. D'accord, on va revenir sur les sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. On va commencer par cette session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin. À Ouidah, les évêques sont revenus une fois encore sur la nécessité de réviser dans une démarche inclusive le code électoral, comme ils l'ont demandé d'ailleurs donc, lors de leur colloque au Palais des Congrès de Cotonou. Comment appréciez-vous cette posture de l'Église catholique sur cette question politique? C'est une posture qui n'étonne pas, étant donné que c'est l'Église catholique, étant donné que l'Église catholique à travers le monde, ce n'est pas seulement au Bénin, dans tout le monde entier, essaie quand même d'avoir cette influence sur les décisions politiques. Et nous en avons connu ici au Bénin en 90 ou 89 à 90, où on s'est trouvé dans cette crise. On a vu le rôle crucial qu'avait joué en son temps l'Église catholique, le clergé béninois. On a vu également dans beaucoup d'autres crises après, en 2001, en 2006, quand on doit changer de régime, en 2011, quand il y avait eu ce chaos avec Touré, on a vu quand même les déclarations à la posture du clergé béninois. On a vu également que ça n'a pas changé, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que si le clergé béninois essaie encore d'attirer l'attention des gens, des politiques sur des faits qu'ils jugent qu'on pourrait retoucher, je crois qu'il est bon de les entendre. La posture, c'est quoi? Ils sont revenus là-dessus. C'est comme une confirmation ou une insistance sur un fait donné, parce qu'au moment de leur colloque, ils avaient fait la demande, mais ils ont peut-être l'impression, je dis peut-être parce que les recommandations ont été versées à qui de droit, donc ils ont peut-être l'impression que leurs cris, leurs réflexions ne sont pas encore prises en compte ou ne sont pas sur la voie d'être prises en compte. Donc pour ça, il faut insister sur le fait que nous, ce que nous avons dit, nous maintenons la position. Parce que vous vous rappelez, après leur colloque, il y a eu quand même pas mal de communication, de contre-communication, d'autres qui doivent flécher le clergé, d'autres qui doivent soutenir. Donc, il y a une communication autour. Et également, à ce niveau, je tiens à rappeler qu'il y avait pas mal de désinformation et que Pesachek l'avait fait en son temps, démystifier quelques-unes. Donc, aujourd'hui, ils insistent sur le fait que, oui, nous avons vu quelque chose dans ce que vous avez pu produire en tant que politique et nous attirons votre attention parce que ça ne pourra pas porter en l'état. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des gens qui attirent l'attention des politiques ou des responsables, des dirigeants actuellement, mais il s'est fait que ce sont ceux-là qui sont qu'on appelle les outsiders, qui ne voient que ça.
Maintenant, ceux-là qui sont à l'intérieur estiment que c'est ce qui est bien pour le peuple, c'est ce qui est bien parce que ça a été révisé, c'est la modernité, il faut retoucher, il faut aller, il faut quitter la routine. Oui, d'accord, mais en tant qu'observateur, Idriss Boukari, quand on voit déjà le processus, déjà depuis 2019, où on a retouché le code électoral, vous avez vu, depuis ce temps, on n'a pas eu une élection qui ressemble véritablement aux Béninois. En tout cas, ce que nous avions l'habitude d'avoir dans le pays. Donc, ce qui veut dire que le code qui a été retouché, ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est que des frustrations au sein de l'opinion publique, si ce n'est que des frustrations au sein de la classe politique, de l'exclusion et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas, le texte voté en l'état pourrait encore être plus exclusif que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Donc le clergé essaie d'attirer l'attention tant des Béninois que des politiques pour dire oui, ce qui vient là, ce n'est pas toujours ce que nous aurions souhaité parce que ça ne pourrait pas garantir la cohésion. Finalement, qui va écouter le clergé? Qui va écouter, ce sont les politiques. Les politiques sont déjà suffisamment engagés. Oui, mais quand on dit politique, quand on dit politique, parce que quand on dit politique, on va penser peut-être au chef de l'État. Oui, chef de l'État, c'est le président de la République, mais également au niveau des députés, parce que c'est une loi qui a été votée, c'est un texte de loi qui a été voté. Donc, le député pourrait prendre la mesure pour dire, oui, on peut initier une proposition de loi pour le faire. Ou le gouvernement, de sa bonne foi, pourrait dire, oui, on va initier un projet de loi pour rectifier ce qui est là. Ou même le chef de l'État pourrait à nouveau demander peut-être, je ne sais pas si c'est encore possible étant donné que c'est déjà promulgué, une deuxième lecture de cette loi-là. Mais de toutes les façons, je crois que si on s'assoit et on voit les mécanismes, on voit les contours, on va trouver forcément le mécanisme nécessaire pour qu'on puisse accorder les violons pour dire, oui, effectivement, le test que nous retenons désormais, ça ressemble véritablement à un Béninois et on peut aller aux élections avec sans heurts, sans division et sans discrimination et surtout sans exclusion. D'accord, on va revenir sur cette actualité également. Dans un premier temps, on parle de l'embargo sur le pétrole donc, du Niger et après, on parle de la levée de l'embargo. On donne le feu vert donc, au chargement donc, du pétrole du Niger à partir de ces mains. Alors finalement, qu'est-ce qu'on retient, Josaphat? Non, mais on retient que le pétrole nigérien pourrait désormais couler dans les tuyaux pour atterrir maintenant au niveau du port et être embarqué pour la Chine, pour sa transformation finale. Oui, on retient effectivement que le Bénin a pris une décision à un moment donné et a justifié, a motivé d'ailleurs sa décision. Moi, j'ai écouté le président de la République s'expliquer devant les médias. Et bon, heureusement que pour la première fois, en tout cas depuis un certain temps, il a décidé de s'expliquer devant les médias locaux pour apporter une clarification. Oui, il a dit qu'effectivement c'est parce que le Niger n'arrive pas à ouvrir la main pour qu'on puisse entrer et sortir et que les négociations doivent être de façon formelle et non de façon informelle comme on le sent. Le Bénin a montré sa volonté d'ouvrir les frontières et ça a été fait. Le Niger n'a toujours pas ouvert sa frontière. Donc, dans ce cas, il faudrait trouver d'autres alternatives. Il faudrait prendre les mesures nécessaires et que c'était une mesure de pression. Bon, est-ce que c'était une bonne décision? Ça reste à l'appréciation de chaque Béninois. Mais ce que je retiens fondamentalement, c'est que le chef de l'État, à un moment donné, a constaté que, oui, il fallait mettre la pression autrement. Mais est-ce que cette pression a payé? Donc, on parle de rétropédalage. Est-ce que c'est le cas? Non, mais si on considère déjà le fait d'autoriser temporairement... Il y a des conditions d'ouverture... ou bien d'autorisation. Oui, mais ce n'était pas aussi strict, hein, Boukari. C'était pas aussi strict, mais au moins quand on prend une décision et on revient sur cette décision, ce qui veut dire qu'il y a de rétropédalage. Mais dans le fond, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Et écoutez, moi, quand je faisais des recherches, je constate que la société Orano est toujours au Niger, en train d'exploiter l'uranium du Niger, et que c'est une société française. Bon, malgré la brouille diplomatique et tout, militaire qui se trouve entre le Niger et la France, il n'y a que des sociétés françaises qui sont toujours sur le terrain avec le monopole quand même d'exploiter leurs richesses de sous-sol. En tout cas, jusqu'à l'heure où nous parlons. Ce qui veut dire que même les tensions n'empêchent pas les relations commerciales.
Quand vous prenez par exemple les États-Unis et l'Israël, aujourd'hui, ils ne sont quand même pas d'accord avec ce qui se passe en Palestine. Mais n'empêche qu'on développe toujours les relations commerciales. La France toujours entretient des relations avec la Russie parce qu'il faut faire passer le gaz. Même l'Ukraine, qui est en guerre avec la Russie, essaie toujours de laisser le gaz passer pour servir les gens. Donc, c'est des relations commerciales, on doit privilégier au-delà de ce que nous avons un différent que nous devons régler. Donc, on aurait peut-être aimé que, malgré la tension, que le chef de l'État puisse dire oui, faire circuler le pétrole, parce qu'un accord reste toujours un accord. La décision de fermer la frontière, ce n'était pas un accord, c'était une décision unilatérale, bien sûr, venue après la sanction de la CEDEAO. Donc, du coup, c'est deux choses différentes. On aurait quand même aimé que le chef de l'État dise oui, qui continuait, mais dans la forme, il y a des irrégularités. Il y a des irrégularités, oui, mais je crois que diplomatiquement, le chef de l'État et tous ses collaborateurs ont la technique qu'il faut pour quand même le faire, étant donné que c'est un accord commercial. Du blocage, donc du chargement, nous avons suivi le Premier ministre nigérien qui disait qu'il revient aux Chinois de régler le problème avec les Béninois. Ça a été le cas? Oui, finalement, on a vu que c'était avec l'ambassadeur chinois au Bénin, donc du coup, c'est aux Chinois de lever. Mais le problème, c'est qu'il y a des milliards qui sont en jeu, plus de 4 milliards qui sont en jeu. 4 milliards que le Niger a contracté pour ce pipeline, pour ce projet. Donc, ils ont déjà pris une partie. Il faut rentabiliser, et quand le pétrole ne coule pas, ça doit couler par le Bénin, en tout cas en l'état. Quand ça ne coule pas, c'est des manques à gagner également. C'est vrai qu'ils ont dit que le Bénin va aller négocier avec la Chine. Mais si le Bénin était resté ferme sur sa décision, Boukari, mais eux aussi, c'est des manques à gagner. Tant pour la société chinoise que pour... Parce que quand ça ne coule pas, il ne faut pas avoir la seconde partie du financement du projet. Et c'est de lourds investissements que la Chine a fait pour ce projet-là. De toute façon, on avait tout ça gagné, que ce soit le Bénin, le Niger, la Chine, on avait tout ça gagné. Rétropédalage, oui, mais je crois que diplomatiquement, ça a déjà fait. Il faut baisser la tension, il faut montrer qu'effectivement, oui, on a quelque chose à faire. Au moins, ça a suscité le débat. Quand ça a été fait, on a vu le débat que ça a suscité. Le citoyen, en tout cas béninois, a compris certaines choses, a eu certaines informations par rapport à ce sujet-là. Par exemple, on s'est dit à la manière où il devrait lancer le projet ici à ses mains, on a vu quand même qu'il y a des irrégularités dans ça. Donc, c'est des choses qu'on devrait quand même souligner qui n'étaient pas connues du grand public. Mais au moins, le sujet, ce débat a permis de révéler certaines choses. Et on déploie véritablement ça. Mais de toute façon, on est heureux que ce soit une autorisation, même si c'est temporaire, que ce soit une autorisation. Vivement qu'on trouve les accords nécessaires, qu'on trouve la stratégie diplomatique nécessaire pour que les relations entre Cotonou et Niamey soient normalisées. D'accord. Et puis, cette opération de répression des infractions liées au non-respect du code de la route qui continue de susciter la polémique alors que la deuxième phase se prépare avec la réduction des frais de contravention. C'est le gouvernement qui est allé répondre aux questions des députés à l'Assemblée nationale. Ah oui, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours qui dit le pays est dur parce que l'argent ne circule pas. Peut-être que le gouvernement a pris conscience de cette phrase et a dit bon ok, on diminue un peu les frais de contravention. Non, mais pour parler sérieux, je crois que il y a quelque chose qu'il faut régler. Et je suis persuadé qu'actuellement, ou depuis un certain temps, que ce soit au niveau de la direction générale de la police républicaine, que ce soit au niveau étatique, il y a quelque chose qui se fait pour régler, normaliser, éviter ces errances et ces déviances. Parce que la seconde phase que vous avez annoncée, ils annoncent ça depuis. Ils ont dit on devrait commencer fin avril, ça n'a pas pu démarrer. On devrait commencer début mai, ça n'a pas pu commencer. Aujourd'hui, vous voyez la date aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre les petits plats dans les grands pour dire, si on reprend, oui, effectivement, on va éviter ceci, éviter. Parce qu'on avait tous souhaité, il faut véritablement, en griffe, rediscipliner les agents qui sont sur le terrain. Ils font un travail formidable, mais à un moment donné, il y a certains éléments qui, parfois, posent des actes qui discréditent ou qui salissent
l'ensemble des œuvres que la police est en train de réaliser. Je crois que c'est ce travail qui est fait. Mais aller répondre devant les députés, je crois que c'est dans la norme des choses parce que les députés, c'est également pour contrôler l'action du gouvernement et c'est ce qui a été fait. J'ai écouté les quelques réponses, j'ai aussi écouté les pics qu'on s'est lancés. Le clash entre voilà, le député Gounou et le directeur général de la police. Oui, tout à fait. Mais je déplore un peu ça, que ça soit retransmis en direct et tout ça. Mais ça fait partie de l'animation de la vie politique et de la vie publique également. Donc, on a assisté à tout ça. Mais je reste persuadé qu'il y a quelque chose qui se fait pour que, à l'avenir, même si on doit lancer des opérations du genre, qu'on en arrive à ces dérives, à ces déviances qu'on a observées. Et également, le citoyen béninois aujourd'hui beaucoup plus averti. Le citoyen béninois est beaucoup plus averti aujourd'hui. Quand on parle de répression, le béninois est de plus en plus discipliné. Peut-être que la violence avec laquelle on a mené la première phase de cette opération a permis à ces gens de dire oui, il faudrait faire ceci, je dois faire ceci, je dois faire ça. Avec cette peur du policier, aujourd'hui, il y a quand même de la discipline au sein de l'opinion publique. Vivement que ça continue, que ça ne soit pas relâché, mais je reste persuadé, comme je l'ai dit à l'instant, qu'il y a quelque chose, même si on doit lancer la seconde phase, ce ne sera pas comme la première. D'accord, on va dire très rapidement un mot sur ce face-à-face entre le gouvernement et ses partenaires sociaux le 23 mai prochain, après la répression, par deux reprises, donc de la répression des marches, les arrestations. Également, le gouvernement va faire face à ses partenaires sociaux jeudi prochain. Que peut-on attendre de cette rencontre? On va attendre un retour du dialogue. Chacun va s'expliquer. Ils auront l'occasion de dire face à face que le pays va mal. Parce que c'est ça qu'ils veulent dénoncer en fait. Moi, je suis heureux, j'ai hâte même de voir les conclusions de cette rencontre parce qu'il y a longtemps, moi, j'ai suivi les secrétaires généraux par rapport à la question où ils ont estimé, ou du moins ils ont affirmé que le dialogue a été rompu, que la commission qui est mise en place, cette commission ne fonctionne pas normalement. Donc, du coup, la chaîne a été brisée et ça crée de frustration. Alors qu'en fait, que ces chaînes devraient être maintenues pour qu'eux, ils puissent porter la revendication de ces travailleurs, pour que les décisions idoines soient prises au niveau des dirigeants. Mais malheureusement, cette chaîne a été brisée. Je suis heureux aujourd'hui qu'on ait annoncé. Mais pourquoi avoir attendu autant avant de véritablement convoquer les responsables à la table de négociation? Le 1er mai, pour la première fois depuis un certain temps. Le 27 avril, puis le 1er voilà, mai. Le 1er mai. Il y a des gens qui sont en détention. Tout à fait. La marche. Non, mais ils sont condamnés en sursis. Donc, du coup, ça a évolué à un moment donné. Mais moi, je déplore le fait que pour la première fois depuis un certain temps, ils n'ont pas pu donner le cahier de doléances. Peut-être que le jeudi prochain, ils vont le faire. Mais je ne crois pas que ça soit à l'ordre du jour. L'essentiel, c'est d'écouter les gens. Écouter, comprendre et agir. Parce que ne pas écouter crée des frustrations. Et de frustration en frustration, ça crée de mécontentement et ça, on ne peut jamais imaginer comment ça peut dégénérer après. Donc, moi, j'ai hâte de retrouver ce face-à-face et de voir également les conclusions parce que nous attendons tous. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'au moins, ils auront l'occasion de dire en face aux dirigeants, face aux ministres, face même au chef de l'État, si c'est le cas, que le tonglo de maïs, désormais, c'est à 400 ou 450 par endroit. Parce qu'ils ont milité pour la richesse et que, par exemple, le pain, on nous a dit tout à l'heure qu'il faut se méfier du pain qui est moins cher. Josaphat Da Bolino, éditeur à Pusatchek, premier média indigène de vérification des faits en Afrique. Merci beaucoup pour ce regard sur l'actualité. On se retrouve dans quelques semaines. Tout à fait, avec beaucoup de plaisir. Très bonne journée à vous.